Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes très heureux d'être présents ici à Grenoble, dans les locaux de l'Université Grenoble-Alpes, pour la remise du prix de thèse en entreprise. Et donc je vais passer la parole aux trois tutelles d'Amiès, donc l'Université Grenoble-Alpes, l'INRIA et le CNRS. Et ensuite on aura l'exposé de la lauréate et puis la remise du prix en lui-même. Donc, je passe la parole à Hervé Courtois, qui est vice-président de l'Université Grenoble-Alpes. Merci, Véronique. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à Grenoble en présence ou à distance. Donc, comme vous le savez sans doute, l'Université Grenoble-Alpes porte le LABEX Amiès. Donc, c'est un LABEX à la fois grenoblois, mais bien sûr avec une ambition et une mission nationale. Et donc un ABEX donc, qui travaille avec une logique de réseau qui me semble particulièrement intéressante dans la communauté des mathématiques qui est une communauté forte nationalement. C'est ce lien avec les entreprises qui, au cœur d'Amiès, est quelque chose qui est important à nos yeux. Nous avons été par exemple très actifs à l'Université Grenoble-Alpes dans le plan de relance avec la préservation de l'emploi de recherche et développement dans les entreprises, avec de très nombreux projets. On a été une des universités les plus présentes, si ce n'est la plus présente, sur ce plan de relance. Et je pense que c'est un des messages, un des intérêts de la démarche que nous avons ici avec Amiès, qui est de favoriser le lien entre recherche et entreprise. Un autre élément qui me semble important ici, c'est de valoriser le travail, la mission, la formation de nos doctorants. Cela constitue, en ce qui nous concerne à la présidence de l'Université Grenoble-Alpes, un de nos grands enjeux de mandat, d'arriver à valoriser mieux, à mieux soutenir nos doctorants qui sont une des, sinon la force vive de nos laboratoires de recherche. Donc ça, c'est cohérent avec toute une politique nationale en ce moment, la revalorisation salariale, la reconnaissance du diplôme. Et on travaille localement à un meilleur encadrement, un meilleur suivi des travaux de thèse afin qu'ils soient toujours suivis d'un succès scientifique, d'un succès personnel pour la formation de nos doctorants. C'est en fait ainsi, pour moi, un des grands enjeux de l'université, à la conjonction recherche et formation, que de valoriser les thèses qui ont lieu chez nous. Et finalement, organiser des prix de thèse, c'est une des façons de valoriser les thèses de l'UGA, les thèses qui ont lieu dans les différentes universités et organismes en France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour l'invitation, pour introduire cette cérémonie de prix de thèse. Prix de thèse pour des travaux en lien avec l'entreprise. Donc, de nouveau, que je me disais, vraiment la conjonction de deux éléments très importants de notre politique à l'UGA. Merci. Merci Hervé. Donc, je vais passer la parole à Frédéric Després, qui est directeur du centre INRIA Rhône-Alpes. Merci pour l'invitation également. C'est un vrai plaisir de remettre ce prix. C'est mon deuxième remise de prix depuis ma prise de fonction l'année dernière. Donc évidemment, les collaborations avec les entreprises font partie de l'ADN d'INRIA, vu qu'on a deux ministères, recherche et industrie. Et les mathématiques sont au cœur de beaucoup de nos recherches dans nos équipes. Et puis, et donc évidemment, le transfert des recherches fondamentales vers l'industrie sont vraiment importantes pour nous. Et puis à titre personnel, moi qui ai travaillé quand j'avais le droit de faire de la recherche sur le HPC, c'est des sujets qui me passionnent. Et donc c'était vraiment un grand plaisir. L'année dernière, j'avais été vraiment impressionné par les travaux qui avaient été présentés. Donc sans aucun doute, cette année, ça sera le cas aussi. Donc merci pour l'invitation et puis à bientôt tout de suite. Bonjour, donc je suis Emmanuel Royer, directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS. Aujourd'hui, on célèbre la thèse de Lalaïnar Cotondrénibé qui s'intitule Optimisation topologique des liaisons
dans les systèmes mécaniques sous la direction de Grégoire Lair et préparé au CEMAP, qui est une unité mixte CNRS et École Polytechnique, et chez le constructeur automobile Renault. Les mathématiques sont une science fondamentale. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'application, ça veut dire qu'elles sont applicables dans des contextes variés, et à vrai dire, d'autant plus variés, je pense, qu'elles sont fondamentales. Et donc dans la voiture, par exemple, j'imagine qu'on trouve des mathématiques partout. En tout cas, je sais qu'on en trouve dans les pneus, dans les batteries, dans la forme des pièces, et j'en passe. Lalaina Rakotondrénibé a expliqué dans l'introduction de sa thèse, qui est remarquablement rédigée au passage, c'était un vrai plaisir à lire, que divers facteurs induisent une augmentation du poids des voitures. Cette augmentation, notamment pour des raisons de développement durable, il faut la compenser, et c'est là, grâce à l'optimisation topologique, que peuvent intervenir les mathématiques. Parce que l'optimisation se niche dans les moindres détails. Bon, à mon avis, ce n'est pas du tout un détail, c'est l'œil béotien qui s'imagine que c'est un détail. Lalaina Rakotondrénibé a étudié les liaisons entre systèmes mécaniques. À l'aide d'un modèle de vis idéalisé, elle a optimisé en combinant différentes méthodes le nombre de vis, les positions des vis et la structure du support. Au passage, elle a démontré des résultats théoriques originaux qui donnent lieu à publication. Et si j'ai bien compris, son travail va jusqu'à proposer un flux de travail à l'ingénieur. Et on mesure ici toute la richesse de ce que c'est qu'une thèse cifre, c'est-à-dire une thèse où les mathématiques apparaissent pour ce qu'elles sont, donc fondamentales, applicables et appliquées dans un cadre très concret. J'aimerais dire un mot rapide sur les travaux des deux finalistes à qui j'adresse mes félicitations, parce que c'est deux autres exemples du dispositif de thèse cifre. Ce sont deux thèses réalisées chez EDF. L'une sous la direction de Gilles Stolz, soutenue par Margot Brégère à l'université Paris-Saclay, porte sur les algorithmes de bandits stochastiques appliqués à la gestion dynamique de la demande électrique. Et donc ça optimise certains leviers de système électrique pour faire face à la transition énergétique. La deuxième thèse, sous la direction de Fabrice Gamboa à Toulouse, a été soutenue par Jérôme Stanger sur le thème de la quantification d'incertitudes robustes des codes numériques. Et grâce à ça, EDF dispose de briques nécessaires à la mise en pratique industrielle dans les études de sûreté nucléaire. Un petit mot sur Amiès, puisque cette remise a lieu, alors j'allais dire dans les locaux de l'agence, il ne faut peut-être pas exagérer quand même, mais pas très loin en tout cas, de l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société. C'est une initiative originale, cette agence, fruit d'un partenariat entre un site, l'Université Grenoble-Alpes, que je remercie, et un acteur de structuration nationale, le CNRS. Ce partenariat a pour objectif d'initier et promouvoir, grâce à un maillage national, des interactions entre les mathématiques et les entreprises. Quelle que soit la localisation sur le territoire métropolitain, une entreprise est proche d'un facilitateur ou d'une facilitatrice Amiès qui pourra la mettre en relation avec des mathématiciennes et mathématiciens prêts à relever les défis nécessaires à son innovation. Au passage, on ne regardera pas l'employeur des mathématiciennes ou des mathématiciens. Là, il s'agira juste de faire la science et de mettre en relation scientifique et industrielle. Le dispositif de thèse cifre permet de faire le lien entre mathématiques et entreprise. Les exemples que nous avons cités montrent que ce lien est fécond et ces prix ont aussi une portée symbolique. Les entreprises peuvent recruter des docteurs et doctoresses en mathématiques. Si les finalistes et la lauréate que nous célébrons aujourd'hui apportent des résultats immédiatement utiles aux entreprises, j'ai envie de dire et redire que tout docteur et toute doctoresse en mathématiques saura apporter à l'entreprise qui osera le recruter sa capacité à mener un projet sous contrainte et à la faire évoluer en fonction des contraintes. Parce qu'inventer en 3 ans des mathématiques, c'est aussi faire cet apprentissage. Margot Brégère, Jérôme Stanger, Lalaina Rakotondrénibé
Vous avez maintenant une responsabilité, celle de continuer à maintenir un lien fort entre les mondes académiques et industriels, celle de convaincre vos camarades, docteurs et doctoresses en mathématiques, d'oser tenter l'aventure de l'entreprise, celle de convaincre les entreprises d'oser recruter des docteurs et doctoresses en mathématiques. Au nom de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, je t'adresse, Leïla, mes plus vives félicitations. Bonjour, donc je me présente, je suis Clémentine Prieur, donc moi je vais parler au nom du jury du prix, donc j'ai été présidente. Donc déjà, je tenais à préciser qu'on a reçu 11 dossiers, tous de très bonne qualité. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le jury et à chaque fois, c'est un plaisir de voir les dossiers de qualité qu'on reçoit. Cette année, sur ces 11 dossiers, il y avait 4 dossiers qui étaient déposés par des femmes et 4 dossiers par des personnes hors de région parisienne. Donc je pense qu'on a encore un effort de communication à faire de ce point de vue-là pour inciter les personnes à l'échelle nationale et les jeunes doctorantes à présenter des dossiers. Donc, comme ça a été dit, on a souhaité mettre en avant 3 dossiers sur ces 11 dossiers. Donc, on avait proposé aux finalistes de venir exposer leurs travaux, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais on peut visionner une vidéo mise à disposition par Margot Brégère. Donc, je crois que c'est dans la salle replay du Forum Emploi Maths. Et donc aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'écouter Laleina présenter ses travaux donc sur l'optimisation topologique des systèmes mécaniques. Donc félicitations Laleina, et c'est à vous. Bien, merci à tous. Bonjour à tous aussi. En premier lieu, je voudrais remercier bien évidemment les membres du jury qui ont choisi de retenir ma thèse pour le prix cette année. Et je voudrais également féliciter les finalistes pour le travail qu'ils ont effectué. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la méthodologie que j'ai utilisée ainsi que les résultats principaux de ma thèse qui s'intitule « Optimisation topologique des liaisons dans les systèmes mécaniques ». Donc il s'agit d'une thèse CIFRE que j'ai réalisée sous la direction de Grégoire Allaire de l'École Polytechnique et de Patrick Orval du groupe Renault. En bref, l'optimisation topologique est une méthode mathématique qui permet de déterminer la répartition optimale de matière dans un volume donné, sous certaines contraintes. Dans l'industrie automobile, en général, l'optimisation topologique est appliquée sur une seule pièce, hors de son environnement, et les liaisons mécaniques à d'autres pièces sont des conditions fixées. Donc, sur cet exemple qui illustre le processus d'optimisation topologique du design initial jusqu'au design final, les liaisons mécaniques, ici en bleu, sont des conditions initiales fixées qu'on retrouve au même endroit sur le design final. Ce ne sont donc pas des variables d'optimisation. Et dans le cadre de ma thèse, les liaisons mécaniques deviennent des variables d'optimisation au même titre que la structure. Donc mon travail a été de construire et d'implémenter un démonstrateur qui optimise conjointement la topologie d'une pièce d'un assemblage dans son environnement, ainsi que la position et le nombre de ces liaisons mécaniques aux autres pièces. Ces 2 familles de variables d'optimisation sont traitées distinctement. D'une part, la structure est optimisée avec des méthodes d'optimisation topologique déjà connues. Et en ce qui concerne les liaisons mécaniques, il existe plusieurs modèles qui permettent de relier 2 pièces entre elles. Nous avons par exemple les encastrements, les soudures, les pions, les vis. En ce qui me concerne, je me suis intéressée aux liaisons vissées. Donc l'une des principales contributions de mon travail a été d'établir un modèle de vis idéalisé. Et à partir de là, on peut optimiser la position des vis et établir une méthodologie pour pouvoir optimiser le nombre de vis. Et ces 3 ingrédients réunis, on peut réaliser une optimisation couplée de la topologie de la structure qu'on étudie avec le nombre et la position de ces liaisons vissées. Donc, dans un premier temps, je vais présenter assez succinctement le modèle de vis idéalisé, puis je parlerai des méthodes d'optimisation que j'ai utilisées. Ensuite, je montrerai quelques illustrations numériques pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'optimisation couplée. Et enfin, je montrerai l'application concrète sur un cas industriel simplifié mais représentatif. Donc, en ce qui concerne donc la vis idéalisée, on utilise un modèle analytique
simple mais représentatif physiquement pour pouvoir modéliser la vis. Donc on représente la tête et les filets de vis par deux sphères, oméga et oméga B, qui ont un rayon RB et qui sont à une distance l'une de l'autre petite l qui correspond à la longueur d'implantation de la vis. On définit également E, le vecteur unité qui représentera l'orientation de la vis. On assimile le comportement du noyau de vis à un ressort et par conséquent, les deux sphères interagissent entre elles via la loi de comportement d'un ressort F égale KL. Donc on a F qui est la force généralisée, K qui est la matrice de rigidité du noyau et L qui est une longueur généralisée. Maintenant, si on s'intéresse à un assemblage générique comme ceci, assemblé avec une seule vis idéalisée, on peut établir deux états de serrage qui sont en fait nécessaires pour décrire le serrage d'une vis. Donc, le premier step correspond au serrage de la vis. Je l'appelle prétention. Cette première étape est établie en l'absence de force extérieure. Elle consiste à placer les deux sphères, petit oméga A et petit oméga B, dans le système. Dans ce premier step, le noyau travaille uniquement en cisaillement et flexion et on applique l'effort de prétention, que je note phi, en compression de petit oméga A vers petit oméga B. Le second step correspond à la mise en service du système. Donc, dans ce second step, on peut appliquer les forces extérieures, que j'appelle G. Maintenant, le noyau de la vis travaille selon ses 6 degrés de liberté. Et il existe des forces internes à la vis qui sont donc appliquées uniquement au noyau et qui découlent du step 1, donc l'état de prétention. Passons maintenant à la formulation mathématique de la vis idéalisée. Le step 1 est écrit à l'aide d'une formulation variationnelle. Donc très simplement, nous avons tout d'abord ici l'apport énergétique des deux pièces de l'assemblage qui est serré. Ensuite, nous avons l'apport de la vis qui travaille uniquement en cisaillement et flexion. Nous voyons ici l'allongement généralisé de la vis qui correspond en fait aux translations et rotations moyennées. Donc on fait la différence entre les translations et les rotations moyennées au centre de chaque sphère. Donc ici j'ai pris une notation de lettres majuscules pour regrouper les translations et les rotations moyennées. Et en ce qui concerne les forces appliquées, nous avons uniquement l'effort de prétention qui est appliqué en compression de petit oméga A vers petit oméga B. Il est important de noter que les sphères sont exactement maillées dans le domaine, tandis que le ressort, lui, enfin le noyau de la vis, n'est pas maillé. Il est représenté par une condition d'interaction à distance qui est ici représentée dans la formulation variationnelle. Donc, physiquement, cela peut s'interpréter, cette condition de transmission à distance peut s'interpréter comme un ressort hors plan qui relie les sections des deux sphères. Concernant le step 2, on travaille toujours avec une formulation variationnelle. Donc on a tout d'abord, comme tout à l'heure, l'énergie élastique des pièces assemblées. À cela s'ajoute maintenant l'apport de la vis qui travaille maintenant selon ses 6 degrés de liberté. En ce qui concerne les forces appliquées, nous avons les forces extérieures G. À cela s'ajoute maintenant un effort de précontrainte qui s'applique sur tout l'assemblage issu du step 1, ainsi qu'un effort de pré-déplacement qui s'applique sur le ressort, sur le noyau de la vis. En prenant en compte la formulation variationnelle du step 1, il en sort que les efforts de précontrainte et de prétention peuvent être réécrites et correspondent en fait aux efforts internes à la vis, qui sont la prétention sur la vis, ainsi qu'un effort de prédéplacement sur la partie en traction-torsion du noyau. Enfin, il est nécessaire de rajouter des contraintes mécaniques pour pouvoir assurer le bon fonctionnement des vis. Donc pour cela, j'ai écrit le torseur des efforts internes à la vis à la fin du step 2, c'est-à-dire lorsque le système est en fonctionnement, lorsqu'on applique les forces externes. À partir de ce torseur des efforts, on peut écrire une contrainte de von Mises qui s'applique ici en périphérie du noyau de vis. Donc cette contrainte permettra de s'assurer qu'on reste dans le domaine élastique, donc que les vis restent dans le domaine élastique.
On peut également rajouter une contrainte en fatigue pour un cycle infini entre les step 1 et step 2, qui s'écrit comme ceci. Donc il est important de noter que ces deux contraintes sont des formules analytiques qui sont évaluées uniquement sur les vis et non sur le système. Donc, passons maintenant aux méthodes d'optimisation. En ce qui concerne la structure, elle est représentée par une fonction level set. Donc la fonction level set, c'est quoi? C'est une fonction qui est définie sur tout un domaine D, qui est positive à l'extérieur de la forme qui nous intéresse, négative à l'intérieur et nulle sur les bords. Cette frontière donc, sera advectée à l'aide de l'équation d'Hamilton-Jacobi que voici. La méthode level set s'accompagne de la méthode de variation de frontière de Hadamard. Donc, en pratique, cette méthode de variation de frontière permet, à l'aide d'un vecteur θ de faible amplitude, de transporter les frontières de la forme qui nous intéresse d'une configuration à une autre. Et donc, on calcule une quantité qui s'appelle dérivée de forme ou gradient de forme, qui est en fait la dérivée de Fréchet de la fonctionnelle que l'on souhaite optimiser par rapport à θ de la fonctionnelle que l'on souhaite optimiser. Donc cette dérivée de forme est en fait la vitesse d'advection de l'équation d'Hamilton-Jacobi. En ce qui concerne l'optimisation de la position des vis, sachant que les vis ne changeront pas de forme, on se retrouve donc tout simplement à translater des sphères, donc à translater uniquement la tête de vis, sachant que les filets, la sphère qui représente les filets, suivra par translation. On se ramène donc à calculer un gradient paramétrique, donc uniquement par rapport au centre de la tête de vis. Et donc, nous appliquons tout simplement une descente de gradient paramétrique qui s'écrit comme ceci. Sachant que le modèle de vis idéalisé fait intervenir des quantités moyennées, la dérivée, donc le gradient paramétrique qui nous intéresse, a une forme relativement simple qui se calcule comme un gradient de forme et qui aura la forme que voici. En ce qui concerne le nombre de vis, on utilise la méthode de gradient topologique. Classiquement, cette méthode permet de trouver la meilleure position pour rajouter un petit trou ou une petite inclusion avec des conditions limites données pour décroître la fonction objectif. Donc, en pratique, on considère une forme de référence, petit oméga, et on définit la petite inclusion ou le petit trou que l'on souhaite ajouter, petit oméga rho, en trouvant la position de centre ρ et en posant une taille ρ qui va tendre vers 0. Donc classiquement, le gradient topologique est établi pour une petite perturbation, oméga ρ. Il est évalué sur un seul état, qui est en fait la solution du système d'équations qui régit le domaine que l'on étudie, et il dépend d'un seul paramètre x0. On obtient alors le développement on réalise alors le développement asymptotique que voici, et on obtient le gradient topologique comme étant le terme d'ordre 1 ici. Si le gradient topologique évalué au point x0 est négatif, alors on peut nucléer un petit trou, une petite inclusion centrée sur x0 pour décroître la fonction objectif. En ce qui me concerne, j'ai utilisé cette méthode de gradient topologique, je l'ai adaptée pour pouvoir trouver la meilleure position x0 et la meilleure orientation E, pour laquelle on pourra rajouter une nouvelle petite vis dans notre système. Il est important de noter que cette nouvelle petite vis aura une taille certes ρ qui va tendre vers 0, mais reste de longueur L fixe. Le nouveau gradient topologique que l'on calcule dépend alors de deux petites perturbations, petit oméga A et petit oméga B, qui seront reliées entre elles via la condition d'interaction à distance. Il nécessite deux évaluations sur deux états, donc le step 1 qui est la prétention et le step 2 qui est la mise en service, et il dépendra de deux paramètres, x0 et E. Dans le cas particulier où la raideur de la vis ainsi que la prétention sont proportionnelles au carré de ρ, donc à la section du noyau de vis, donc il s'agit du cas physique, et pour une fonction objective générique qui a une expression comme celle-ci, on obtient le développement asymptotique que voici. Et donc ce développement asymptotique nous donne un gradient topologique ici, qui s'exprime en fonction de la différence des champs de déplacement entre les centres de chaque sphère,
Et ces champs de déplacement donc, sont les résultats des step 1 et step 2, ainsi que nous avons également l'état adjoint du step 2, qui sont calculés sur le domaine sain, c'est-à-dire sur le domaine avant l'inclusion de la nouvelle vis. Donc maintenant, nous pouvons passer aux illustrations numériques. Ces illustrations sont des cas très simples qui permettent de comprendre comment se passe l'implémentation de l'optimisation couplée. Donc pour cela, j'ai utilisé FreeFEM++. On considère un cas simple, bidimensionnel, d'une plaque qui est encastrée en bas, qui est sollicitée par une force sinusoïdale en haut et qui présente une fente en son milieu. J'ai initialisé la structure avec des trous en vue de l'optimisation topologique. Donc pour l'instant, on ne considère pas de conditions de contact à l'interface de la fissure et on se place dans le cas très simple où il n'y a pas de prétention sur la vis et donc on travaille uniquement pour l'instant avec des ressorts. On utilise le gradient topologique pour placer un, puis deux ressorts afin de rigidifier la structure. En d'autres termes, on cherche à diminuer le travail des forces extérieures, aussi connu sous le nom de compliance. Donc le gradient topologique permet, comme je l'avais dit tout à l'heure, de chercher la meilleure orientation E et la meilleure position x0 pour placer un nouveau ressort. En pratique, j'ai considéré un nombre discrétisé d'orientations et pour chaque orientation, j'ai calculé la meilleure position x0 pour rajouter un ressort. Donc voici la cartographie du gradient topologique pour la meilleure orientation. On voit que le gradient topologique est le plus négatif dans les régions en bleu ici. Et donc, le ressort optimal pour cette orientation, qui est la meilleure, se trouve à cet endroit-ci, donc sur la zone bleue. Et en effet, la compliance a bien diminué, elle est passée de 0,32 à 0,27, ce qui témoigne bien de l'efficacité de ce ressort. On réitère la procédure avec le premier ressort placé, donc on calcule à nouveau la meilleure orientation et on calcule le gradient topologique pour trouver la meilleure position et on obtient la cartographie que voici. Et cette fois-ci, donc la zone bleue se retrouve sur le bord ici et on obtient un second ressort qui se retrouve penché et qui colle plutôt au bord à droite. Et encore une fois, ce placement par gradient topologique s'avère efficace en diminuant cette fois-ci la compliance à 0,22. Passons maintenant à l'optimisation de forme. Donc, je considère la configuration donnée par le gradient topologique pour placer un premier ressort. Je cherche à minimiser le volume de la plaque avec une contrainte sur la compliance. Donc, j'ai géré ce problème à l'aide d'un Lagrangien augmenté que voici. J'ai réalisé deux calculs, donc à gauche il s'agit de l'optimisation de forme avec le ressort invariant et à droite il s'agit de l'optimisation couplée de la structure et de la position de la vis. On obtient donc, une fois les structures convergées, deux formes de topologie complètement différentes avec une position de vis qui a considérablement changé et qui apporte, comme on peut le voir, une amélioration, donc un allègement d'un peu plus de 14% par rapport à une optimisation de forme classique avec un ressort invariant. On peut également procéder d'une autre manière. Donc là, je propose de considérer la structure avec le ressort donné par la structure initiale avec le ressort donné par le gradient topologique et je complète ce gradient topologique avec un gradient paramétrique pour optimiser un peu mieux la position du ressort. Donc pour cela, on cherche à diminuer la compliance de la structure et optimiser la position du ressort. Donc on obtient un ressort qui s'est translaté et qui s'est plutôt placé au centre de la plaque. Partant de cette nouvelle position sur la structure initiale, on cherche une nouvelle fois à minimiser le volume de la plaque avec une contrainte sur la compliance. Donc on procède de la même manière, on compare le résultat que l'on obtient lorsque le ressort ne varie pas et lorsqu'on optimise à la fois la position du ressort ainsi que la structure de la plaque. Donc on obtient les résultats que voici. Et dans les deux cas, on obtient toujours une amélioration du volume de la plaque par rapport au résultat de référence qui consiste à optimiser immédiatement la plaque sans faire bouger nullement le ressort. Donc dans les deux cas, on obtient un allègement supplémentaire.
Donc, voici un récapitulatif des topologies que nous avons obtenues. On constate que dans tous les cas, il est toujours bénéfique d'optimiser la position du ressort, donc de faire intervenir le gradient paramétrique, que ce soit pour compléter la donnée du gradient topologique ou pour faire intervenir le gradient paramétrique dans une optimisation couplée de la structure et de la position. Cependant, ce résultat, bien que très optimiste, ne nous donne pas une règle générale sur la manière de procéder. En effet, donc là, j'ai réalisé toujours une optimisation de forme pour résoudre le même problème avec la configuration des deux ressorts donnés par le gradient topologique. Donc là, lorsqu'on ne fait pas bouger les ressorts, on constate qu'on obtient une structure qui est légèrement plus massive que le résultat de référence initial qu'on avait. En effet, cette masse supplémentaire est due à l'ajout des barres ici pour pouvoir relier le second ressort. Et cette fois-ci, lorsque l'on complète le gradient topologique avec le gradient paramétrique sur la structure initiale et qu'ensuite on optimise la forme avec ces deux positions de vis-là, on obtient un allègement considérable qui nous conforte dans l'idée qu'il est toujours bénéfique d'utiliser le gradient paramétrique. Mais en revanche, ça sera à l'utilisateur de choisir l'ordre dans lequel on fait intervenir le gradient paramétrique. Est-ce qu'on le complète, est-ce qu'on l'utilise uniquement pour compléter le gradient topologique ou est-ce qu'on le fait intervenir dans une optimisation couplée de forme avec la position des vis. Donc nous pouvons maintenant passer au cas industriel simplifié. Pour cela, j'ai toujours utilisé FreeFEM et j'ai utilisé le code de contact fourni par JIT Desay dans le cadre d'une collaboration avec SystemX. On considère donc une phase accessoire simplifiée, qui est un organe que l'on retrouve dans les groupes motopropulseurs. Donc il se compose d'un alternateur, d'un gale étendeur et d'un compresseur. Le support accessoire qui est en orange sert à positionner les accessoires et à relier l'assemblage au reste du groupe motopropulseur grâce au carter cylindre. Donc le modèle que je considère est simplifié, il s'affranchit d'un grand nombre de détails par rapport au modèle réel, et pour cela, il a fallu adapter les propriétés matériaux ainsi que les inerties. Donc cette simplification du modèle avait pour but, en fait, de pouvoir réduire les coûts de calcul pour pouvoir faire du développement et faire plein de tests. En ce qui nous concerne, donc, on cherche à optimiser la forme du support accessoire en orange. Les accessoires, eux, restent fixes, ils ne changent pas de forme. On applique la condition de contact à l'interface entre le support accessoire et le carter cylindre, et l'autre extrémité du carter cylindre est encastrée. En ce qui concerne le cas de charge, on applique 3 forces statiques sur les poulies des accessoires, ce qui correspond à la tension de pose de la courroie. Comme nous avons 2 variables d'optimisation, il est nécessaire de définir 2 design space. Donc en orange, nous avons le design space de la structure, et en blanc, les lignes blanches délimitent le design space des positions de vis qui seront donc autorisées à se translater uniquement dans ces domaines-là. Pour établir un modèle de référence, donc un résultat de référence, on part d'une proposition de type bureau d'études qui consiste à considérer les 7 vis positionnées comme ceci. Durant tout le cas test industriel que nous avons ici, on considère des vis toutes identiques avec des dimensions réalistes et qui sont donc représentées avec 6 degrés de liberté. Pour respecter certaines contraintes technologiques, les axes et les plans des vis resteront fixés. Donc l'optimisation de référence consiste à minimiser le volume du support accessoire avec une contrainte sur la compliance de l'assemblage entier et des contraintes de von Mises et de fatigue sur chaque vis. Donc ce résultat de référence nous donne la structure que voici. Il converge une fois qu'une contrainte mécanique sur une vis est saturée et on obtient une compliance de l'assemblage qui est largement en dessous de la borne. Partons maintenant d'uniquement 4 vis issues de la proposition de type bureau d'études. Et on utilise le gradient topologique pour pouvoir placer une 5e vis. Donc ce gradient topologique va nous indiquer où placer une 5e vis pour rigidifier la structure, donc pour diminuer la compliance. Je vous ai tracé ici les isovaleurs du gradient topologique. Donc nous avons en bleu
les valeurs les plus intéressantes du gradient topologique. Et on obtient donc une 5e vis qui vient se placer ici en haut à gauche et qui diminue largement la compliance, qui la ramène largement en dessous de la borne et qui permet de relaxer 3 vis qui avaient des contraintes mécaniques violées dans la configuration avec 4 vis. Il est important de noter que cette 5e vis se place à une position qui diffère considérablement de la proposition qu'on avait de type bureau d'études qui plaçait la 5e vis plutôt au milieu ici. Donc, lorsqu'on réalise l'optimisation de la forme du support accessoire avec la position des vis pour minimiser le volume du support accessoire avec une contrainte sur la compliance et les contraintes mécaniques sur chaque vis, on obtient la structure que voici. Donc on obtient une topologie toujours d'un seul tenant, ce qui est logique pour les pièces mécaniques telles que le support accessoire, mais avec une forme qui diffère de manière importante par rapport aux résultats de référence qu'on avait avec cette vis. En ce qui concerne le volume, on obtient une diminution d'un peu plus de 15% de la masse du support accessoire par rapport à la masse qu'on avait avec cette vis. En ce qui concerne la position des vis, elles se sont translatées dans un intervalle d'un peu moins de 0,1 mm jusqu'à un peu plus de 5 mm. Donc là, le point important est de noter que la largeur caractéristique du support accessoire est d'environ 100 mm. Donc, en bougeant les vis de quelques millimètres seulement, on obtient un allègement significatif. Donc maintenant, on considère la forme optimale avec les 5 vis qu'on avait obtenues tout à l'heure. Et on applique une dernière fois le gradient topologique pour placer une 6e vis afin de rigidifier cette nouvelle structure. Le gradient topologique a des isovaleurs les plus négatives toujours sur la gauche de la structure ici. Et donc la 6e vis vient se placer tout en bas à gauche, comme on peut le voir ici. La nouvelle compliance a bien diminué, donc elle redescend en dessous de la borne, et toutes les contraintes technologiques des vis sont respectées. Une dernière fois, on applique l'optimisation couplée de la structure du support accessoire avec l'optimisation de la position de ces vis, on obtient la structure que voici. On constate que cette nouvelle structure ne change pas trop par rapport à la structure qu'on avait avec 5 vis. En revanche, cette structure est beaucoup plus légère, avec donc un allègement d'un peu plus de 24% par rapport à la forme de référence, ce qui est une amélioration très considérable. On constate également que cette nouvelle structure est plus lisse que celle qu'on avait avec les 5 vis. En ce qui concerne l'optimisation des positions, là, elles ne se sont que très peu translatées. Elles sont un intervalle de translation de pratiquement moins d'1 millimètre. Mais toutefois, on obtient l'amélioration, donc l'allègement très significatif. Donc pour récapituler, voici les 3 formes que nous avons obtenues. La moins bonne performance est attribuée, donc sans surprise, à l'optimisation topologique classique avec les 7 vis fixes. L'intervention du gradient topologique pour placer les vis astucieusement, ainsi que l'optimisation couplée de la structure et de la position des vis nous donne une topologie différente, et cette fois-ci avec un volume largement inférieur, mais des performances mécaniques comparables à ce qu'on obtient classiquement pour l'optimisation topologique. Donc, en conclusion, mon travail de thèse s'est articulé autour de 3 points clés qui sont la topologie de la structure, qui est optimisée avec la méthode Level 7 et des gradients de forme, la position des vis qui est optimisée avec une descente de gradient paramétrique, et les nombres de vis qui sont placés astucieusement avec le gradient topologique. En ce qui concerne le modèle idéalisé des vis, ce modèle présente une représentativité physique satisfaisante d'ordre 1 qui permet une manipulation facile pour les méthodes Level 7 et l'adaptation au gradient topologique. Et cette modélisation a également permis de rajouter des contraintes mécaniques spécifiques pour assurer le bon fonctionnement des liaisons. Et enfin, le couplage de la structure et
de la position des vis ainsi que de leur nombre à une application concluante sur un cas-test industriel représentatif. Donc on obtient une structure plus légère avec des performances mécaniques équivalentes que l'optimisation topologique classique. Donc cette application a pour but de démontrer que faire intervenir le couplage permet en fait de gagner en allègement, et cet allègement représente des gains économiques considérables sur les matériaux que l'on utilise et permet par conséquent d'intégrer de nouvelles technologies dans les voitures que l'on construit. Et enfin, ce travail peut être étendu avec par exemple l'optimisation paramétrique de l'orientation de la vis. On peut également faire varier la longueur ou la raideur de la vis pour pouvoir choisir d'autres vis, car là j'étais restée sur une seule famille de vis. On peut également rendre le modèle encore plus représentatif physiquement en rajoutant des trous de passage de visseuse, car pour l'instant, mes vis sont un peu noyées dans la matière. Et on peut prendre des contraintes plus physiques, telles que des pressions de contact, ou remplacer la compliance par des contraintes en déplacement. Et enfin, on peut bien évidemment appliquer toute cette méthodologie à la mécanique vibratoire. Voilà. Donc je vous remercie. Merci beaucoup Lailena. On avait prévu un petit mot des 3 sociétés savantes qui sont marraines du prix, donc de la SFDS, de la SMAI et de la SMF. Bravo à Madame Racoton-Drenibé, la lauréate. Bravo aussi aux 2 finalistes et à tous les participants. On a encore eu cette année un concours de haut niveau qui montre toute la vitalité des mathématiques dans leur ensemble et leurs applications industrielles. Bravo. Merci. Eh ben, je m'associe aux félicitations. Bravo à vous. Merci pour votre aussi très joli exposé aujourd'hui, et toutes mes félicitations. Et je félicite aussi donc les 2 finalistes, Margot et Jérôme. Voilà. Toutes mes félicitations à eux, et vous pourrez retrouver donc Margot avec une très jolie présentation sur le site du forum. Merci, je vais faire comme toi. Bonjour à tous, je suis Gérard Besson, je préside le conseil scientifique de l'ASMF. Non, le terme exact, c'est secrétaire, mais bon, c'est moins intéressant. Donc je remplace ici le président de l'ASMF, qui vous prie de l'excuser, il n'a pas pu venir parce qu'il a d'autres charges. Le président de l'ASMF, qui est Fabien Durand. Ça sera plus simple. Donc je vais dire un mot tout petit peu plus long, 1 minute de plus. Moi, je suis toujours très ému, et je pense la SMF aussi, d'assister à une réunion comme ça, où on valorise ce diplôme qu'on appelle la thèse. Nous, universitaires et chercheurs, on est habitués, mais c'est pas le cas partout en France. Et donc, en cela, je pense qu'il faut remercier Amiès pour cette initiative, comme toutes les initiatives d'Amiès, mais aussi l'UGA a des prix de thèse, et puis les 2 autres instituts, comme le CNRS, qui est mon employeur, et l'INRIA, qui ont aussi des tas de façons de valoriser les thèses. Donc Fabien Durand m'a chargé d'insister sur un point. La Société mathématique de France, la SMF, comme les autres sociétés dont on vient d'entendre parler, ont à cœur de soutenir le recrutement de doctorants dans l'industrie. C'était pas tout à fait dans l'ADN de nos industriels, en tout cas quand moi j'ai commencé ma thèse, ce qui est pas hier. Les choses évoluent dans le bon sens, et même pour des thèses de mathématiques dites fondamentales, j'ai plein d'exemples qui prouvent que les choses vont dans le bon sens. Donc je pense qu'il faut continuer à agir dans cette direction. Voilà, donc je terminerai par vous remercier vous avez fait un exposé remarquable, avec le bon dosage entre la théorie et les applications. J'étais particulièrement content de voir apparaître Aucher et Sétiane, que je connais par ailleurs. C'est d'autant plus intéressant pour moi que vous l'avez soutenu, votre thèse, en partie, avec mon ami Grégoire, qui s'est déplacé ici. Et grâce à vous, je verrai plus ma voiture du même œil maintenant. Donc, au nom de la SMF, la Société mathématique de France, je vous remercie et je vous félicite, ainsi que les 2 autres finalistes. Merci beaucoup.
Et on m'a chargé de remettre un chèque. Alors, c'est pas un chèque en bois, mais. Félicitations. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier tout le monde, tous les membres du jury surtout qui m'ont attribué ce prix, ainsi que toutes les sociétés qui permettent donc ce genre d'événement. Merci à tous.